Bonjour Raymond Domenech. Bonjour. 2 ans après votre premier livre, Tout seul, vendu à 200 000 exemplaires, un best-seller comme on dit, vous venez de publier votre dico passionné du foot, à nouveau chez Flammarion. Pourquoi ce livre? Vous n'aviez pas tout dit? Je ne sais pas. C'est sorti comme ça. C'est sorti parce que j'avais envie d'écrire. Je me retrouvais au bar, j'écrivais des trucs. Et puis, comme c'était que du plaisir, du bonheur, de retrouver des gens, je dis, j'arrive à un âge où j'ai un vécu, un long vécu dans le football. Et j'avais envie, justement par rapport à l'autre, de dire que le football, ça reste un plaisir, ça reste un bonheur, ça reste vraiment une joie permanente. À l'inverse, quelque part, dès la sortie de cet ouvrage, vous êtes revenu de manière spectaculaire dans l'actualité à travers des échanges avec Christophe Dugarry ou Jean-Michel Larquet par exemple, avec lesquels vous êtes un peu écharpé par voie de presse. Vous étiez au chaud, tranquille, on ne vous embêtait plus, et paf, c'est reparti d'un coup. Ça vous manquait à ce point les débats? Non, je rappelle juste un truc pour resituer la chronologie. J'ai répondu à Christophe Dugarry avant que le bouquin sorte. Il m'a attaqué avant que le bouquin sorte. Voilà. À un moment, je dis, il y a prescription, quoi. J'ai été sélectionneur, mais qui me lâche un peu, ces gens. Voilà, gentiment. Donc ça n'avait rien à voir avec le bouquin. Dans le bouquin, c'est vrai, je parle des consultants. J'ai quand même le droit d'émettre un avis. Ou alors, on me dit, bah, on t'enferme et puis tu n'as plus rien le droit de dire. Ce qui vous a été reproché parfois sur les plateaux télé, c'est même pas le fond finalement, c'est que vous, l'homme du désastre de 2010, prennent la parole et se permettent de donner un avis. Est-ce que ça, c'est difficile à accepter? Ben, je ne comprends pas que les gens qui n'ont rien fait m'interdisent à moi de donner mon avis sur des choses que j'ai vécues ou que je vois. Je veux dire, justement, j'ai cette capacité à dire des choses. Qu'on me dise que ce que je dis est une imbécilité, je l'admets. Mais qu'on me dise que je n'ai pas le droit de le dire, j'ai plus de mal. Franchement, ça vous a agacé ou ça vous a amusé de retomber un peu dans ces petites choses, ces petites Je n'avais pas polémiques? envie, moi, de cette polémique. J'ai écrit le deuxième, le Dico, c'est un livre de plaisir, c'est un livre de bonheur, c'est un livre de reconnaissance des gens. Personne ne m'a rien dit sur Serge Chiesa, sur Bernard Lacombe, sur Dinalo, sur Nestor Combin-Gelrambert, sur Michel Platini, sur plein de gens que j'encense et que je trouve qui ont fait des choses extraordinaires. C'est pas un règlement de compte, encore une fois. Quand on lit ce livre, on se dit que la cicatrice de Naïsna n'est pas tout à fait refermée. Pas, si, elle est refermée, mais j'avais besoin de l'éclairer différent, avec le temps. Je veux dire, il y a eu un moment, bon, j'ai scellé le truc, j'ai compris pourquoi, et là j'avais besoin juste de le dire, voilà. Dire que je n'ai pas compris. Dire que je n'ai pas compris pourquoi j'avais lu cette lettre. Mais c'est vrai, je veux dire, il m'arrive encore de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'essayer de comprendre. Et en évoluant, en avançant dans la vie, oui, j'arrive à la même conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'explication. C'est tout, voilà. On vous cite, page 91, mon passage chez les Bleus a entraîné trop de dégâts personnels. Page 92, la violence de la période qui a suivi 2006, son poids sur mes proches, sur ma vie personnelle, sur ma carrière ont été si lourds, énormes. Vous écrivez encore au fil de l'eau, ma fille a eu mal, ma mère a souffert, mes frères se faisaient traiter de tous les noms parce qu'ils s'appellent Domenech. Dans les remerciements encore, aux membres de ma famille qui ont eu le lourd fardeau, un temps, de porter ce nom. Ce fut vraiment dur, finalement, malgré ce que vous avez pu vouloir. C'est dur quand on en sort. Ce métier de sélectionneur, quand on est dedans, on a la tête dans le guidon, comme tous les métiers d'entraîneur. Hein. Tous les entraîneurs, ils sont pareils, ils ont la tête dans le guidon, ils s'occupent d'eux, de leur équipe. Et quelque part, leur famille, ils l'oublient un peu parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Et quand on est en plein dedans, on ne fait pas attention. Et même notre entourage nous protège d'une manière ou d'une autre, ne nous montre pas ce qu'ils vivent et ce qu'ils subissent. Et c'est quand on en sort, tout d'un coup, on commence à lire, on commence à entendre, on commence à discuter avec les uns et les autres, et on se rend compte de ce qu'ont vécu à côté. Nous, on a l'impression qu'on était le centre du monde, et qu'il n'y avait que nous qui prenions les coups. Mais c'est eux qui les prenaient. Vous avez culpabilisé? Après, oui. Après, je me suis dit, c'est là où je me pose la question, je dis, est-ce que ça valait le coup, quelque part, d'aller aussi loin pour défendre quoi et perdre quoi? Ce que j'ai fait subir pendant des années. Justement, vos proches, même si ce sont vos proches, même s'ils vous aiment,
n'ont jamais fini par vous reprocher la situation, vous qui avez fait si peu pour, comment dire, pour apaiser le débat? Ils l'ont vécu, ils l'ont subi, ils l'ont fait en comprenant ce qu'implique le poste. Je ne pouvais pas me mettre à leur place, et eux se sont mis à la mienne, en disant, il a un poste où il faut qu'il ait une sérénité de ce côté-là, une tranquillité. Donc ils m'ont pas fait part de leurs états d'âme à ce moment-là. Après, Le temps des reproches est venu plus tard. c'est pas des reproches, c'est dire voilà ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, moi, les gens qui me disent, excuse-moi, je dis, ils m'énervent, parce que ça sert à rien. Tes excuses, on s'en fout. Essaye de pas faire le truc. Ah non, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Ça sert à rien si ça arrive tout le temps, mais oui, si c'est une fois de temps en temps. Une fois, voilà, un gros truc. Bon, non, c'est pas excuse-moi, c'est je te demande pardon. C'est déjà une grande nuance. Je leur ai demandé pardon. Vous avez toujours adopté, sur le plan médiatique en tout cas, la posture de l'homme qui n'était pas tellement atteint par la tempête. Même ceux qui ont pu vous critiquer pouvaient se dire mais c'est pas possible, ça doit être dur. Même si on était amené à vous critiquer. Pas quand on est en poste. Et vous voulez nous faire croire que vous n'avez pas souffert. Ah, pas du tout. Quand j'étais en poste, Ça paraît fou. je sais. Je sais. Non, pas quand j'étais en poste. Et après? Après, on se rend compte. Après, on se rend compte des choses, toujours. Mais après. Vous avez souffert après 2010, franchement? Après 2010, pas pour moi. Pour ma famille. Je me suis rendu compte, j'ai pris conscience de ce qui se passait, comment ça se passait, oui. Moi, non. Vraiment. Ce qui est frappant encore dans votre livre sur ce registre, c'est votre besoin de dialogue avec vos bourreaux, entre guillemets, à savoir les joueurs de 2010. Vous écrivez « J'avais rêvé que tout seul leur donne envie de me contacter afin de dire « Coach, voilà comment ça s'est passé. Voilà pourquoi. Voilà ce que nous n'avons pas compris de votre part. » Et vous leur envoyez un message très clair. « J'ai envie que ceux qui en sont capables m'invitent à boire un café pour me raconter ce qu'ils ont vécu en 2010. » Vous avez besoin de ce dialogue? Je le dis aussi, je veux dire, parce que j'aimerais qu'eux comprennent. Ils sont beaucoup plus jeunes que moi, ils ont encore une bonne partie de leur vie devant eux, et qu'ils essayent de comprendre et de traduire pour quelque part. Ça ne se renouvelle pas. Cette histoire, je l'explique aussi dans une l'histoire avec mon père. Cet effet de meute. Quand on voit ce qui se passe dans la vie de tous les jours, je me dis ça, et je le dis moi quand je fais les écoles, quand je fais les groupes, je dis retenez qu'une seule chose de cette histoire. Il faut avoir le courage des fois de se retrouver seul, contre la vie des autres. Il faut avoir le courage de prendre l'initiative de dire moi je ne suis pas d'accord. Je crois que c'est ça que j'aimerais qu'il y en a qui me disent j'ai pas eu la force, j'avais envie mais j'ai pas pu. Ils l'ont dit. Et qui comprennent, voilà, et qui comprennent pourquoi ils ont été enfermés comme ça, mais qu'ils le disent aux autres, que je ne sois pas le seul à traduire ce truc-là. La loi de la meute, il faut la casser. Oui, mais vous, parce que vous êtes très fort pour ne pas parler de vous, mais est-ce que vous, ça vous ferait du bien? De discuter avec eux, mais je parlerai d'eux. Et de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu. Moi, j'ai expliqué. On ne peut pas dire que je suis très fort pour ne pas parler de moi. J'ai fait un bouquin de 300 pages, je n'ai parlé que de moi. Vous avez écrit, c'est pas pareil. Passé. Écrit, c'est vrai, écrit. Parce qu'écrit, on peut prendre le temps. Vous auriez besoin de comprendre qu'ils vous disent? J'aurais surtout besoin qu'ils deviennent des relais à cette idée. L'indépendance, la liberté, c'est de ne pas se laisser bouffer par la loi de la meute. Et là, vous vous posez un peu un héros. Un héros, non. Non, je veux dire, j'ai une forme de lucidité. Peut-être. Héros, c'est pas le mot. J'ai toujours pensé ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, à la limite, je le dois à mes parents. Pourquoi vous ne les appelez pas? Au moins un ou deux? Non, ça viendra. Moi, je crois toujours au hasard, au bon hasard. Celui qui fait qu'à un moment, ils sont prêts et on va se trouver. Si on force les événements, en général, ça ne marche. Avec les gens, ça ne marche pas. Ça vient naturellement. Regardez la preuve, je suis revenu discuter avec l'équipe. Et oui, parce que l'équipe avait dit la vérité, avait raconté la vérité. Il y en a un qui risque pas de vous appeler, c'est Florent Malouda. C'est son problème, c'est pas le bien. Vous l'aviez traité, entre guillemets, d'emmerdeur, et il vous a répondu dans France Football fin octobre en disant « Domenech ne vit pas de ses compétences d'entraîneur, il vit de ce qu'il dit. Il fait une exploitation commerciale de ses souvenirs.
Il dit encore qu'il ne peut pas avoir de respect pour quelqu'un qui passe par un article ou un bouquin pour s'exprimer. Il invite finalement au dialogue, lui aussi, à sa manière. Et en gros, il dit qu'il fallait parler avant. Avant quoi? J'aime bien ce mot. Fallait pas aller avant quoi? Avant qu'il ne monte pas dans le bus? Oui, peut-être. Voilà, posons le problème autrement. Moi, Flo, je me souviens, quand il est devenu international, c'est parce que j'étais là. Je l'ai mis à la place de Robert Pires. Je l'ai défendu et que ça m'a valu une volée de bois vert de tous les côtés. On m'a traité de tout parce que je l'ai imposé. Moi, je retiens ça. Je veux dire, voilà, après, il peut penser ce qu'il veut. Mais ça, je ne l'ai pas oublié. Si on lui propose un rendez-vous et qu'il accepte, vous venez? Ah oui, sans problème. Ah, moi, j'ai pas peur de discuter avec les uns et avec les autres. Hein. On va lui faire passer le message et on verra s'il accepte. Si vous faites passer le message que si c'est lui qui vient discuter, moi, je ne demande rien. Après l'épisode de la grève des joueurs, vous avez pensé à quitter l'Afrique du Sud avant de vous ressaisir, entre guillemets. Il se dit que vous avez alors pris conscience de vos erreurs, que vous avez pu évoquer dans vos livres. Vous écrivez « Si je ne leur ai pas pardonné ce qui est arrivé, une question me ronge toujours. Pourrais-je un jour me pardonner ma propre bêtise ?» Vous avez une idée de la réponse? Oui, je m'accorde ce crédit-là en me disant qu'à ce moment-là, j'ai été stupide, mais que je ne suis pas forcément tout le temps stupide. Vous êtes le fils aîné de Raimundo Domenech, émigré espagnol venu chercher du travail en France, notamment en 1948. Fuir le franquisme. Oui, j'allais y venir. Un papa qui deviendra militant républicain espagnol dans les années 30. Quand éclate la guerre civile espagnole, il fuit le pays par les Pyrénées. C'est une époque où l'État français, on en parle peu, parque alors les républicains dans des camps. Argelès, notamment. Votre père fut ensuite donc renvoyé en Espagne avant de la quitter quelques années plus tard. L'exil, ses souffrances et surtout le sentiment de révolte que tout républicain espagnol a légué à ses enfants, ça dit beaucoup à votre personnalité? Certainement. Personne ne passe à côté de l'histoire de ses parents. On a tous quelque chose qui nous porte à un moment ou à un autre. Et je crois que ce sentiment de révolte, permanence, on n'accepte pas le diktat de quelqu'un d'autre. C'est un peu ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu. Je dois l'avoir un peu dans les gènes. Parce que la Catalogne, ce sont aussi ces mois d'été passés avec la famille dans la région de Barcelone. Au début sans votre père, parce qu'il avait peur, comme beaucoup d'autres. Parce qu'on ne savait pas s'il n'était pas fiché et Voilà. qu'il pouvait y aller. Ouais. Il n'était pas sûr du sort que lui réserverait le régime franquiste. L'un de vos trois frères, Albert, a raconté un jour dans un livre qui vous étiez consacré que vous aviez beaucoup de discussions sur la guerre civile avec votre père. Et il dit, dans ce livre, Raymond y était très sensible. Vous y étiez plus sensible encore que les autres, que vos frères? Peut-être parce que j'étais plus mûr et que j'étais un peu plus vieux, un peu plus proche. J'étais sensible. Mais j'ai toujours été sensible à une autre vision de l'histoire. Et ça, c'est lui qui me l'a appris. Je crois qu'à l'école, on devrait avoir un projecteur tourné autrement. Quand on parle de l'histoire de France vue d'Espagne, c'est pas la même. Hein. C'est pas du tout la même chose. Les héros sont pas les mêmes. Et quand on parlait de la guerre d'Espagne, oui, j'ai essayé, j'ai lu beaucoup de trucs dessus pour essayer de comprendre. J'ai fait des recherches pour savoir comment l'État français s'était comporté. Les camps d'Argelès, je sais. Les camps de travail dans la région de Bordeaux, où ils faisaient les sous-marins pour les Allemands, ça existait aussi. Et on envoyait les républicains qui étaient parqués là. Ceux qui étaient trop vieux et qui avaient été mouillés, on les renvoyait de l'autre côté pour qu'ils se fassent fusiller. C'est la France aussi. Et ça, on peut le dire, on a le droit. Et je l'ai touché de près avec son histoire et puis avec le reste. Déjà 4 ans et quelques mois ont passé depuis l'Afrique du Sud. Vous n'avez plus entraîné au plus haut niveau alors que le football a été votre quotidien pendant 50 ans. Qu'est-ce qui a été le plus difficile au cours des 4 dernières années dans votre vie depuis que vous avez quitté ce poste de sélectionneur? Dans le foot, rien. Je le raconte aussi dans le bouquin. J'ai dit, il y a des gens que je ne supporte pas, c'est ceux qui se plaignent de tout et de rien, qui sont fatigants. Sur la vie, voilà. Si moi je me plains de ma vie, à un moment, stop, quoi. Finir sur cette image qui pourrait occulter tout le reste de votre carrière, est-ce que ce serait compliqué à accepter? Ne plus entraîner? Ah, pas du tout. Est-ce que vous en avez de plus en plus envie?
Surtout l'été, quand je tond la pelouse. Parce qu'il y a l'odeur de l'herbe. Je sais que ça vient. Ça commence à me manquer au point de me dire, peut-être que... Merci beaucoup. De rien.